Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle analyse d'actualité. Comme d'habitude, j'affiche l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Et cette semaine, j'ai reçu un certain nombre de messages me parlant d'une série déterminée. Forcément, pour légitimer mes propos, j'ai dû regarder cette dite série, sinon j'étais pas trop légitime pour me positionner. Et surtout, j'ai dû la regarder via des moyens détournés, car je n'ai pas Netflix. Vous commencez à connaître mes positions. Cette série, qui est sortie le 21 septembre dernier, relate les crimes de Jeffrey Dahmer, qui était un tueur en série qui a sévi entre les années 70 et 90 dans la région de Milwaukee, et il a tué en tout 17 personnes. Jeffrey Dahmer a été condamné à une peine de perpétuité réelle, dans la mesure où aux États-Unis il y a une addition des crimes, et il fut tué en prison par un codétenu, car ce dernier trouvait que Jeffrey Dahmer n'avait pas de remords par rapport à ses crimes. Jusque-là, il s'agit d'une série, encore une, qui relate le parcours d'un tueur en série. Mais là, la différence, c'est qu'il y a eu un certain nombre de réactions particulièrement glauques et malsaines à la suite de la publication de cette série, puisque j'ai vu une pléthore de messages sur Twitter ou de vidéos sur TikTok qui cherchent à minimiser les crimes de Jeffrey Dahmer en le présentant comme un pauvre gars qui était sympa au fond même s'il a commis des crimes, d'autres femmes qui trouvaient Jeffrey Dahmer particulièrement séduisant, certaines disant que s'il n'était pas mort en prison, elle aurait commencé une relation épistolaire avec ce dernier. Bref, tout un tas de messages de ce type, d'autres qui annoncent qu'elles ont pleuré à la fin de la série quand Jeffrey Dahmer meurt. Il y a également une boîte de nuit à Aix-en-Provence qui a fait la promo pour une soirée d'Halloween en utilisant l'affiche de la série, ou alors un certain nombre de personnes qui, sur les réseaux sociaux, se prennent en photo dans des costumes d'Halloween pour ressembler à Jeffrey Dahmer. Bref, c'est le festival du glauque, le festival du malsain. Le but de cette vidéo, c'est de comprendre pourquoi il y a des gens qui se mettent à idolâtrer un tueur en série. Déjà, il faut comprendre une première donnée essentielle, c'est que les femmes qui ont une attraction physique pour Jeffrey Dahmer sont atteintes d'une déviance qui s'appelle l'hybistrophilie. C'est tout simplement des individus qui vont développer une attirance envers des gens qui ont commis des crimes d'une particulière gravité. Donc ça, c'est une déviance, c'est quasi même de l'ordre de la pathologie. Il y a plus de femmes qui sont touchées que les hommes, même s'il y a un syndrome similaire chez les hommes qui s'appelle le syndrome Bonnie and Clyde, même s'il y a des débats autour de cette question. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'hybistrophilie. Il y a celle qui est passive, c'est-à-dire que la personne va développer une attirance tout seul dans son coin, par exemple à la suite de la série, et l'hybistrophilie active, c'est-à-dire des gens qui vont se mettre avec le criminel en couple et qui vont les aider dans leur entreprise. Donc on voit que c'est quand même un sujet sérieux et il ne faut pas prendre à la légère des personnes qui disent avoir une attraction physique pour des criminels de ce type et surtout pour des tueurs en série. Bien sûr, les individus qui ont posté des messages visant à minimiser les crimes de Jeffrey Dahmer ne sont pas tous atteints de cette déviance. En réalité, c'est le résultat d'un des maux de notre époque qui est l'inversion des valeurs et le relativisme constant. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'individus pour qui les notions de bien et de mal ne sont pas complètement claires. Il y a également une volonté de systématiquement placer le criminel comme étant une victime et la victime comme étant limite le responsable de l'agression qu'il a subie. Cette inversion des valeurs, ce n'est pas moi qui l'ai théorisée, puisqu'on la retrouve déjà chez Nietzsche dans Généalogie de la morale. Et je vais vous citer un passage qui est malheureusement d'une actualité brûlante. Je cite Nietzsche. « L'auteur du méfait n'est plus proscrit et expulsé. La colère générale n'est plus autorisée à se déchaîner contre lui de manière aussi effrénée qu'auparavant. Désormais, au contraire, le tout défend et protège soigneusement l'auteur du méfait contre cette colère.
tout spécialement contre celle des parties immédiatement lésées. Et surtout, la volonté qui se dessine de manière de plus en plus déterminée est de considérer toute transgression comme susceptible d'être acquittée, en un certain sens, de séparer le criminel de son acte. Ainsi, on retrouve cette idée développée par Nietzsche dans la plupart des messages qui visent à défendre Dahmer, puisque certains n'hésitent pas à dire que même si Dahmer a commis ces crimes, au fond, ça devait être un type bien. C'est complètement lunaire de lire ça en 2022. De ce fait, il faut comprendre qu'il y a aujourd'hui un public occidental qui a connu une inversion des valeurs, qui n'est animé par rien de transcendant et qui surtout n'a absolument pas de boussole morale. Il n'arrive pas à distinguer à la fois le bien comme le mal. Et ça, c'est particulièrement problématique. Mais alors, qu'en est-il de la série elle-même? Bon, déjà, pour comprendre, elle a été produite par Ryan Murphy. C'est un producteur américain qui n'est pas à son coup d'essai, car il a déjà fait des séries particulièrement glauques et malsaines. Déjà au début des années 2000, il avait produit une série qui s'intitulait Nip Tuck, c'était sur le monde de la chirurgie esthétique, mais en réalité ça passait complètement au second plan, puisqu'il y avait des thématiques abordées qui étaient particulièrement glauques. Ensuite, il a produit American Horror Story, c'est une série d'anthologie, ça veut dire que l'intrigue change à chaque saison, et là c'est un mélange entre la fiction et des crimes réels, avec systématiquement des tueurs en série. Donc on voit que c'est l'une de ses marottes. Et enfin, il a produit une autre série qui s'intitule American Crime Story, où cette fois, il met à l'écran des véritables crimes de l'histoire américaine. Alors la saison 1, elle est basée sur le procès d'O.J. Simpson. La saison 2, c'est sur l'assassinat de Versace. Et la saison 3, sur l'affaire Monica Lewinsky Clinton. Alors, sans vouloir faire un procès d'intention, j'ai parfois eu l'impression, et ça reste un avis personnel, que Ryan Murphy a voulu minimiser les actes de Jeffrey Dahmer, à le mettre en avant, et il y a tout au long de la série une sorte de voyeurisme. Et j'ai plusieurs arguments en ce sens. Tout d'abord, concernant la narration. La narration, le point de vue de la narration, c'est celui de Jeffrey Dahmer. C'est pas celui des victimes, c'est pas celui des policiers qui ont enquêté sur ces crimes particulièrement sordides. Non, c'est le point de vue de Dahmer. D'ailleurs, la série porte son nom. Deuxièmement, l'acteur qui joue le rôle principal, dont j'ai oublié le nom, est plus attractif d'un point de vue physique que le véritable meurtrier. Ça le rend donc plus sympathique. Et le problème, c'est que certaines femmes qui avaient déjà une forme d'attraction pour cet acteur en particulier, via d'autres films et d'autres séries, eh bien certaines ne vont pas faire la différence entre l'acteur et le rôle qu'il est en train de jouer. Là, vous pouvez vous dire, mais le doc, il y a vraiment des gens qui ne font pas cette distinction entre l'acteur et le rôle qu'il joue. Eh bien oui, parce que quand Game of Thrones était sorti, Geoffrey, qui jouait divinement bien son rôle, avait été plusieurs fois insulté dans la rue parce que son personnage était un immense salopard et que les gens faisaient l'amalgame entre l'acteur et le rôle qu'il jouait. Oui, il faut être stupide, mais ça existe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre les deux. De plus, tout au long de la série, on a l'impression que Ryan Murphy cherche à minimiser les crimes de Dahmer, parce qu'on montre sa jeunesse, comme quoi il a particulièrement souffert, parce que ses parents criaient beaucoup à la maison, sa mère était dépressive, etc., etc. On a parfois l'impression qu'André Rieu va sortir d'un buisson et nous jouer un morceau de violon. Non, ça c'est pas acceptable, parce que oui, la plupart des tueurs en série ont des enfances difficiles, mais c'est pas le cas de tous, déjà premièrement, et en plus de ça, tous ceux qui ont eu des enfances difficiles ne deviennent pas forcément tueurs en série. Mais on a l'impression que dans le choix de la narration, on essaye de créer chez celui qui va regarder la série une forme d'empathie à l'égard de Dahmer. Et le problème, c'est que quand on a un public cible qui est soumis à l'inversion des valeurs, eh bien, à la fin, il y a une glorification. Alors forcément, une personne qui a une boussole morale particulièrement affirmée et qui va regarder la série du début jusqu'à la fin, va partir du principe que Dahmer c'est un monstre et son avis ne va pas changer à aucun moment de la narration. Mais pour des gens qui sont soumis à l'inversion des valeurs et à cette décadence de la morale, eh bien c'est pas aussi clair. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a une glorification de Dahmer, puisque son propre père souhaite poursuivre en justice
Netflix, car il trouve qu'il y a une glorification des crimes de son fils et qu'aujourd'hui, il y a des individus qui viennent dans son jardin et dire « Ah, regardez, c'est là qu'il a vécu, on prend des photos, etc. » Donc, oui, il y a, selon moi, et selon un certain nombre de personnes, une glorification et en parallèle le fait de minimiser les actes de Dahmer dans cette série. Il y a un autre choix de la narration qui m'a particulièrement choqué, c'est le fait que Ryan Murphy a décidé de filmer la plupart des crimes. Et ce qui m'a choqué, c'est comment il a décidé de filmer le premier crime, celui de Steven X, donc qui était un jeune homme qui voulait se rendre à un festival, il a fait de l'autostop, donc Dahmer l'a récupéré, ils sont allés chez lui, ils ont bu de la bière, ils ont fait de la muscu, Dahmer aurait tenté de l'embrasser, le gars se serait énervé contre Dahmer en lui disant qu'il veut qu'il l'emmène au festival maintenant, et Dahmer a fini par le tuer. Bon, déjà, on ne sait pas comment ça s'est passé avant le crime, on n'a pas les détails, et même si éventuellement il y en a parce que Dahmer aurait pu parler à la police, c'est à caution, hein. La parole d'un tueur en série, je pense qu'il y a mieux. Et le meurtre de Steven X a été filmé dans le deuxième épisode de la série, et on a l'impression qu'il y a une volonté d'inversion des rôles. Parce que Dahmer essaye d'embrasser Steven le repousse, il insulte à de multiples reprises, il lui dit maintenant tu vas m'amener au concert de suite, et c'est comme si Steven était présenté comme méchant et que Dahmer avait bien fait de le tuer. Alors chez une personne qui a une boussole morale, on sait très bien que Dahmer est un monstre du début jusqu'à la fin, mais chez quelqu'un pour qui le bien et le mal sont des notions un peu mouvantes, ce n'est pas clair. Et ça pose souci, parce que dans la narration, dans la manière de filmer et dans la volonté de montrer ces scènes, alors qu'au final on ne sait pas comment ça s'est déroulé, il y a en parallèle cette volonté de minimiser les actes de Dahmer. Il faut également comprendre que Netflix n'est pas non plus à son coup d'essai. Il y a quelques années, Netflix avait beaucoup capitalisé sur la série Narcos. La saison 1 et la saison 2 suivaient l'histoire de Pablo Escobar, donc une personne qui a véritablement existé, qui était un assassin et un narcotrafiquant, et je m'en souviens très bien, la série était sortie au lycée, et à cette époque-là, beaucoup abordaient le t-shirt de Pablo Escobar, alors que c'était un assassin et un narcotrafiquant, mais il était vu comme une sorte de Robin des Bois des temps modernes, et ça, là encore, ça pose de sérieux problème. Lorsque j'ai regardé cette série sur Dahmer, j'ai pensé à une autre série de fiction que j'avais par contre particulièrement appréciée, et il s'agit de True Detective, la saison 1. Alors l'histoire, elle se déroule en Louisiane, il y a 3 temporalités différentes, alors il me semble qu'il y a les années 70, 90 et notre époque, et on suit l'enquête de Rust Cohle et Marty Hart, qui doivent faire face à des crimes particulièrement ignobles, mis en scène d'une manière macabre, un peu comme dans Seven, et on suit leur point de vue. On suit le point de vue des policiers qui vont enquêter sur des crimes atroces. D'ailleurs, c'est le nom de la série, True Detective. Et ce qui est intéressant dans cette saison 1, c'est que Rust comme Marty, ce sont pas des hommes parfaits. Ils portent leur croix, ils ont leurs propres problématiques. Rust est nihiliste, il est animé que par le ressentiment, tandis que Marty est un homme violent, alcoolique et qui trompe sa femme à tire-larigot, mais il n'en demeure pas moins que ces deux hommes-là décident d'avoir un objectif commun, celui de détruire le mal, qui est incarné d'ailleurs par l'un des tueurs qui est déshumanisé, il est présenté comme un monstre. Alors c'est sûr qu'il y a ce manichéisme qui est clairement assumé dans True Detective, mais ce qui est intéressant, c'est que les détectives eux-mêmes ont leurs failles et leur part d'ombre. Et c'est justement parce qu'ils ont cette part d'ombre qu'ils sont en mesure de lutter contre des gens particulièrement ignobles. Donc si on compare True Detective et Dahmer, c'est que déjà True Detective est une fiction, même si c'est inspiré de faits réels, donc ça n'impacte pas directement des gens qui ont vécu des drames intimes, mais également True Detective suit le point de vue des policiers eux-mêmes et il y a une volonté de déshumaniser la personne qui est responsable des crimes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de séries, de films ou de documentaires sur des crimes réels, parce que forcément, les crimes réels, ils impactent dans un premier temps les victimes, ensuite les familles des victimes, mais aussi toute une communauté. Un tueur en série va créer une psychose pendant un temps déterminé dans un état
ou dans une région entière, ou même une ville. Il y a de nombreux tueurs en série qui ont créé une psychose terrible, c'est le cas notamment du fils de Sam, parce qu'il tuait des gens au hasard dans la région de New York et qu'il y avait une psychose. Donc ça devient un sujet politique et c'est normal qu'on essaye d'aborder ça à travers des films, des documentaires ou même des séries. Mais ce qui compte, c'est la manière dont on va aborder ces thématiques sérieuses et ne surtout pas tomber à la fois dans le voyeurisme et surtout dans la glorification et en parallèle le fait de minimiser les actes. Là, ça pose souci. Après, il y a une différence qu'il faut faire entre la fiction et la réalité. Parce que là, on pourrait me dire, oui, mais le doc, l'un de tes romans préférés, c'est American Psycho, qui suit Patrick Bateman, qui est un tueur particulièrement ignoble. Bon, déjà, dans le livre, c'est pas clair que Patrick Bateman est tué. On peut également parler de Soprano ou bien même de Walter White. Mais là, la grosse différence, c'est que ces trois personnages n'ont jamais eu d'impact dans la réalité. Ils n'ont tué personne. Ça reste de la fiction. Et comme dit Jordan Peterson, c'est normal qu'on soit attiré par des personnages de fiction qui font preuve de cette part d'ombre-là, parce que nous-mêmes, on est incapable de faire preuve de notre part d'ombre, de l'utiliser, d'en faire montre. Dans le monde anglo-saxon, et désolé pour l'accent dégueulasse, mais c'est un humanisme, on appelle ça le litéralimi, c'est-à-dire des jeunes hommes qui s'identifient à des personnages de la fiction qui font preuve de leur part d'ombre. Mais c'est justement parce qu'ils s'intéressent à des personnages comme ça qu'ils ne vont pas idolâtrer en parallèle des tueurs en série qui ont commis de véritables crimes. Et ces crimes-là ont détruit des familles et forcément ça a ôté la vie d'un certain nombre d'individus. Donc il y a vraiment cette distinction qu'il faut opérer entre le personnage de fiction qui reste fictif et à côté de ça, le tueur en série réel. D'ailleurs, si on s'amuse à analyser la plupart de ces personnages de fiction, pour la plupart, ils finissent mal. Walter White, c'est en fait une longue descente aux enfers. Certes, il gagne en puissance et en pouvoir en devenant Heisenberg, mais c'est aussi ce qui lui cause sa perte. Mais il y a une question qui est au cœur de cette problématique et que je n'ai pas abordée depuis le début de la vidéo. Il s'agit de la possibilité de la censure ou de l'interdiction. Est-ce qu'il faut censurer ou interdire la série Jeffrey Dahmer? J'ai un avis personnel et c'est ouvert bien sûr au débat, mais je crois fondamentalement que non. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que la censure a un effet contre-productif lorsque l'État va décider de censurer une œuvre de fiction, que ce soit un livre, un film, une musique ou peu importe. D'ailleurs, c'est pas qu'une œuvre de fiction, c'est une œuvre culturelle. Ça va créer encore plus de la publicité autour de cette œuvre, car elle va être considérée comme interdite, subversive, et par conséquent, les gens vont avoir encore plus envie de la regarder. Ensuite, je suis très attaché à la liberté d'expression et à la liberté artistique. Et plus un État va censurer, plus ça risque d'ouvrir la possibilité à de la censure idéologique, que je n'accepte pas, même quand ça concerne des idées qui ne sont pas les miennes. De plus, il faut distinguer les films qui font du gore pour du gore et du voyeurisme juste pour regarder des images violentes et les œuvres culturelles ou les films qui vont utiliser la violence dans la narration, c'est un objectif, et surtout la violence pour transmettre un message politique ou même une idée. Je peux citer par exemple Salo, les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, qui est une adaptation du roman du Marquis de Sade. Et quand on connaît les idées de Pasolini, c'est profondément lié à son film. Donc l'usage des images graphiques dans Salo, les 120 journées, ça a une explication. C'est pas du gore pour du gore, c'est pas du voyeurisme juste pour voir des images particulièrement malsaines. Ça va servir le propos du réalisateur. Alors bien sûr, il y a des réalisateurs qui peuvent utiliser cette excuse du message politique pour faire des films abjects quand même. Mais après, c'est au cas par cas. D'ailleurs, il y a une anecdote plutôt intéressante sur le film de Pasolini. C'est Ennio Morricone qui a fait la musique de ce dernier. Et Pier Paolo Pasolini savait que Ennio Morricone était très sensible à certaines images, donc il a eu la délicatesse de ne pas lui montrer les moments les plus moches du film, parce qu'il savait que Ennio Morricone aurait trouvé ça abject, même si le compositeur savait pourquoi il avait signé. Mais tout dépend de ce que cherche le réalisateur. Là, Pasolini voulait dénoncer certaines choses et il savait que son film était consacré à un public
avertis. Mais là, on peut se poser la question avec Ryan Murphy qui met sa série disponible directement sur Netflix et sans contrôle parental vraiment efficace. Donc ce n'est pas à l'État de censurer, c'est les parents qui doivent jouer leur rôle dans l'éducation et faire un contrôle parental adéquat, faire en sorte que leurs enfants ne regardent pas des films particulièrement violents, surtout s'ils sont petits. Parce que ça, c'est problématique. C'est lorsque les parents décident de plus jouer leur rôle, ils donnent des écrans à leurs enfants et les enfants, vu qu'ils s'emmerdent, ils vont regarder des films violents ou des séries de ce type parce que à l'école, ça a parlé de ça et ils sont curieux. Donc il faut être vigilant, faire un contrôle parental, d'autant plus que sur Netflix, il n'y en a pas vraiment un. N'importe qui peut créer un compte gratuitement pendant un mois et regarder absolument tous les films et les séries les plus violents. Et il faut que les parents soient très vigilants sur cette question-là. De plus, théoriquement, si tu as eu une bonne éducation et que tu es équilibré mentalement, tu partiras du principe que Jeffrey Dahmer était un monstre, même si tu regardes la série de Ryan Murphy qui cherche à minimiser ses actes. Ce travail-là, il est effectué par les parents qui doivent accompagner leurs enfants dans ce qu'ils consomment et même peut-être regarder des choses avec eux, en débattre par la suite et en parler. Donc le travail, il se fait avant tout par le biais de l'éducation et pas par le biais d'une censure étatique. D'ailleurs, si Ryan Murphy avait fait la série en hommage aux victimes de Jeffrey Dahmer, il donnerait une partie des bénéfices que va forcément engendrer la série à des associations de familles ou de victimes de tueurs en série. Enfin, pour conclure, j'ai un message à tous ceux qui trouvent que Jeffrey Dahmer est cool et qu'il faut minimiser ses actes. Pensez avant tout à la famille de ceux qui ont été impactés et surtout arrêtez de croire que vous êtes cool parce que vous faites le Dark Sasuke au fond de la classe à prononcer des phrases en latin pour vous donner un côté sombre et ténébreux. Non, vous passez avant tout pour des et ça, il faut vous le dire. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.